Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. Au programme de cette émission, les grands attaquants de l'Olympique de Marseille, de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ça sera la première partie de cette émission. Et puis un gros débat sur le match qui arrive, le match de l'Olympique de Marseille en déplacement à Montpellier. Avec moi pour en parler, Mario Albano est avec nous. Merci. Bonjour à tous. Comment vas-tu, cher voisin ? J'ai bravé les embouteillages pour venir jusqu'ici, mais j'ai réussi à atteindre mon but. Je suis là. Merci en tout cas d'être là. Mourad est avec nous également. Voilà, très bien. Et pour une fois, en plus, je suis content parce qu'on ne va pas parler que d'une actu un peu morose, mais on va parler de la grande histoire de l'OM aujourd'hui. Exactement. Bilal est avec nous également. Le retour de Paris. Free Couch for Fun. Ouais, le retour du SIS. Tu as assisté d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a assisté, à la fameuse conférence de Jacques-Henri Hérault. De tous les grands acteurs du Sport Innovation Summit ont été sélectionnés parmi les startups sur l'innovation sociale. Donc on en discutera. Et tu nous disais justement que ce qui est ressorti un peu des propos d'Hérault, c'est un peu trompeur parce que c'était pas tout ce qu'il est. Il n'y avait pas que ça dans sa conférence. Non, bien au contraire. Il est limite une référence pour pas mal de gens qui étaient présents lors de cette conférence, aussi bien dans les sports US que dans le sport européen. Et après, on va dire qu'on critique. Hein. Journaliste emblématique de la Provence, ça fait combien de temps ? Parce qu'on dit souvent footballeur emblématique de l'Olympique de Marseille, mais là on a journaliste emblématique de la Provence. Ça va faire 40 ans. Voilà. 40 ans. Le 15 novembre. Donc il fallait sortir ce livre. Eh oui, il le fallait. Les grands buteurs d'Olympique de Marseille. On en parle maintenant, Mourad ? Tout à fait. Allez, on en parle tout de suite. Allez Mario, tu viens de sortir ce livre sur les grands attaquants qui ont marqué les grands buteurs. Des grands attaquants, il y en a eu, mais par leur nom, par leur passé, par leur standing, qui ne sont pas dans ce livre, parce qu'ils ne sont pas restés suffisamment longtemps, ou ils n'ont pas eu à l'OM la réussite qu'ils avaient eu par ailleurs. Je pense à Salif Keïta, je pense à Georges Weah, à Eric Cantona... Voilà, Djibril Cissé, et même beaucoup plus tard, beaucoup plus loin, Yezo Amalfi, que vous ne connaissez pas, mais qui était lui aussi une vedette. Voilà. Donc là, il y a la sélection de buteurs. De buteurs, et c'est un sujet d'actualité. Mourad va nous dire deux mots sur ce livre qu'il a feuilleté ces derniers jours. J'ai même fait plus que feuilleter. Alors, je vais faire une petite critique un peu du livre. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un bel objet. Et franchement, ça compte quand même. Je pense que quand tu achètes ça, tu es content de l'avoir après dans ta bibliothèque parce que voilà, les couleurs sont belles. Donc le S ici, c'est le minot de Ben qui a colorié. C'est pas inclus dedans, mais voilà, il y a au niveau de l'iconographie, c'est super beau aussi. T'as des photos légendaires comme celle avec Gunnar Andersson, Fernandel et Ben Barek. C'est quand même une photo 3 légendes. C'est quand même pas mal. Donc il y en a une qui est assez symbolique de son époque aussi, c'est il y a 4 photos, c'est le Josip Skoblar qui s'entraîne sur les carrés de pelouse dans la cour du stade Vélodrome. Aujourd'hui ça paraît totalement fou, mais dans les années 60-70, il y avait ces carrés de pelouse dans la cour où souvent, si l'OM n'avait pas de terrain pour s'entraîner, il s'entraînait là, faisait des tennis-ballons, et parfois même avant les matchs, c'était le lieu d'échauffement jusqu'au milieu des années 70. Voilà, donc ça fait une parfaite introduction pour la suite. Donc ce qui est bien avec ce livre, c'est que donc, c'est un bel objet, mais à l'intérieur, c'est aussi un bel objet textuel, si on peut dire, puisque c'est une succession de portraits de grands buteurs, de personnes qui ont marqué, en règle générale, tous plus d'une 50aine de buts pour l'Olympique de Marseille, à peu près. Je pense qu'il y en a, peut-être qu'il y en a un ou deux qui sont un peu en dessous. Didier Drogba et Enzo Francescoli en ont marqué moins, ils sont restés qu'une saison. Ouais, Ravanelli aussi, peut-être, je crois. Ouais. Bon, après, voilà, c'est des gens qui ont vraiment marqué beaucoup de buts, donc c'est une succession de portraits, et ça permet, tu vois, l'anecdote que tu racontais, justement, ça permet aussi de se balader dans l'histoire du club. Et ça, c'est important pour toutes les générations, pour moi qui suis né en 85, qui n'ai pas connu plein de choses, pour comprendre ce que c'est l'OM. Parce moi, j'ai l'impression qu'on a tendance à dire l'OM c'est 1993.
Ok, 1993, c'est très important dans l'histoire de l'OM, il ne faut jamais rabaisser ça. Mais en feuilletant ce livre-là, on voit que c'est un club... Si on partait de ce principe-là, l'OM n'aurait jamais gagné la Coupe de France, puisqu'il n'a plus gagné depuis 1989. Voilà, par exemple, et il y aurait eu un titre de champion de France, quoi, parce que, à part 2010, il n'y en a pas eu beaucoup. Et puis, donc, et la Coupe de France, par exemple, j'avais fait une vidéo pour expliquer à quel point c'était important à l'époque, c'était plus important que le championnat, et l'OM l'a gagné fréquemment, c'est le premier club non parisien qui gagne la Coupe de France. Et en fait, en feuilletant tout ça, en étant dans ce livre, on traverse toutes ces époques à travers des personnages, à travers des gens qui avaient des personnalités particulières. Je pense à c'est Alcazar, le radin qui voulait pas payer son... Pépito Alcazar. Pépito Alcazar, qui était une star de l'équipe et qui, dans le tram, il était avec un minot qui donc touchait beaucoup moins que lui. Et le contrôleur arrive, ils prenaient le tram ensemble, le contrôleur arrive, et le minot donne son ticket. Et Pépito Alcazar, il se retourne, il dit « Putain, tu m'as pas acheté de ticket !» Parce que le mec avait la réputation d'être un pingre pas possible. Donc on a toutes ces... D'où ce surnom Pépito, et son autre surnom, c'était Caisse d'épargne. Voilà, après il y a Hector Yazalde, je sais même pas comment ça se prononce, parce que moi qui pourtant m'intéresse un peu à l'histoire de l'OM, lui j'étais passé complètement à côté de lui, un grand attaquant argentin qui arrive un peu en fin de carrière, mais c'est quand même quelqu'un... Il avait eu le soulier d'or l'année d'avant avec le Sporting du Portugal, il a joué à la Coupe du Monde 74, c'est une vraie star argentine. Voilà, c'est une vraie star qui est passée par l'OM. C'était beaucoup plus rare chez nous. Après, dans un autre style, tu as Yegba Maya aussi, je connaissais pas du tout ce nom, ce mec marque en finale de Coupe de France. Et il ramasse, dans le trajet qui va au stade, il ramasse un énorme rocher. C'est son copain Franck Fiavo. D'accord. Qui était togolais, qui lui était remplaçant ce jour-là. Et bon, tous les deux, ils formaient un petit peu, enfin, qu'ils jouaient ensemble, c'était l'attaque noire de l'OM. Et c'est Fiavo qui ramasse la grosse pierre. Qui pour lui est un talisman. Mais voilà quoi, c'est l'histoire, il y a Mario Zatelli bien sûr, c'est l'histoire de l'OM et moi j'ai été un peu marqué à l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'OM et je pense que, bon je suis content déjà de l'avoir maintenant que j'ai 32 ans, bientôt 33, mais j'aurais beaucoup aimé l'avoir quand j'avais 14-15 ans, donc je pense que c'est vraiment quelque chose, un livre qui a cet intérêt-là d'offrir une vision facile d'accès à l'histoire de l'OM et que si vous avez des enfants, vous pouvez vous l'acheter pour vous déjà et puis ensuite le laisser traîner à la maison pour que vos enfants, donc il faut qu'ils soient un peu plus âgés que ceux de Ben, sinon ils vont le colorier. Mais s'ils sont un peu plus âgés, qu'ils le feuillettent et qu'ils se rendent compte de l'histoire du club. C'est important, l'histoire du club. On a un club qui est extraordinaire, qui a eu des personnalités incroyables. Et il n'y a pas eu que des buteurs. Là, c'est par le prisme du buteur. Mais ça, c'est le grand intérêt du livre. Donc, Noël approche, etc. Bon, c'est un peu tôt, mais je suis comme la ville de Marseille. Moi, les décorations de Noël, je les sors en fin octobre. Mais par exemple, je pense que c'est un super cadeau aussi de Noël. Dans ce sens-là. Voilà, parce qu'en plus, encore une fois, c'est un bel objet. Je pense que tout ça, t'es content. Tu te dis, ah ouais, putain, c'est pas mal. T'as des belles photos. Il fait 100 kilos. Hein, il fait 100 kilos. Voilà. Après, le seul reproche que je pourrais faire un petit peu au livre, c'est qu'il y a certains portraits que j'aurais aimé un peu plus longs, parce qu'il y a la Trinité d'abord, où là, les portraits sont très poussés. Donc, la fameuse Trinité des buteurs marseillais, Jean-Pierre Papin, Gunnar Andersson et Josip Skoblar. 3 monstres incroyables, même au niveau européen, qui ont accompli des choses au niveau mondial incroyables. Et après, t'en as d'autres où tu vas, par exemple, par exemple, Alcazar. Moi, je connaissais très peu de choses sur Alcazar, donc c'est bien, tu vois, tu me donnes, mais j'aurais peut-être aussi aimé en avoir un peu plus, mais je suppose que c'est l'exercice. C'est-à-dire qu'il fait déjà son kilo, il coûte 28,50 €, il y a 240 pages. Bon, pour être exhaustif, on n'aurait jamais pu l'être. Mais effectivement, j'aurais pu écrire plus longuement sur chacun et j'aurais pu ajouter à cette liste encore René Biel, Louis de Sainte-de-Maréville, je sais pas, Loïc Rémy, Florian Maurice, Djibril Cissé, Étienne Sansonnetti qui est à la fin. Mais c'est un peu comme quand un sélectionneur prend 23 joueurs pour la Coupe du Monde. Et il pourrait en prendre 30, 40... c'est limité à 23. Et là, il y avait quand même une pagination qui était limitée. Parce que sinon, après, c'est l'encyclopédie universalis, hein, le volume. Et c'était effectivement l'exercice aussi de ne pas lasser avec des chapitres beaucoup trop longs. Et c'est vrai que je les ai écrits différemment pour les 3 buteurs d'exception et pour les autres, parce que eux, j'ai essayé de scénariser leur arrivée.
ce sont des moyens-métrages et les autres sont des courts-métrages. Après, s'il avait fallu en faire beaucoup plus, il aurait fallu faire plus court, au contraire, sur chacun. Et s'il avait fallu faire plus long sur chacun, il aurait fallu enlever encore. Donc, un deuxième volume. Ou alors enlever des photos, mais bon, c'était dommage. Donc, il y avait des contraintes. Voilà, et puis c'est l'autre chose qu'on retrouve beaucoup dans l'écriture du livre, c'est toutes les anecdotes, parce que t'es au Provençal, à la Provence depuis très longtemps, et donc t'as rencontré la plupart de ces personnes-là, et t'as des anecdotes vraiment avec elles, et même Minot avec Gunnar Andersson. Jean Boyer, 1924. Ouais, Jean Boyer. Non, mais justement, il me semble que tu l'as rencontré, mais quand il avait déjà terminé sa carrière, parce qu'il y a des photos, c'est Gunnar Andersson. Et Jean Robin, Jean Robin, voilà, Jean Robin par exemple. Félix Pironti. Qui était aussi, voilà, c'est des... Donc il y a tout ça aussi, tu retrouves toutes ces choses-là. Et c'est la fille de Jean Robin, qui habite La Ciotat, Madame Polge, qui nous a fourni beaucoup de photos. Un jour, j'avais écrit dans la Provence un papier historique, comme j'écris à chaque match de l'OM, et qui avait trait à un triplé, je crois, de son papa. Elle m'avait écrit pour me remercier. Nous sommes restés en contact, et donc, quand il a été question d'illustrer ce livre, l'éditeur est allé chez elle, il nous a fourni pas mal de photos, dont cette fameuse photo qu'on voit pour la première page de Jean Robin, où il a 18 ans, il avait gagné le concours du jeune footballeur. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, mais c'était jusqu'aux années 70 quelque chose de très couru. Alain Giresse, par exemple, je crois qu'il l'avait gagné en 1969. Et il avait assisté comme ça à la finale OM Bordeaux. Et donc, lui, il avait gagné en 1938, je crois, et il avait eu droit à un chronomètre. Voilà, donc montre. Franchement, on recommande fortement ce livre, et puis on le dit que c'est pour adultes, et puis moi, je recommande aussi vraiment pour les adolescents et les personnes qui ont... C'est important de donner l'histoire de l'OM. L'OM, c'est un énorme club avec une énorme histoire, et il y a même l'histoire de la ville, j'ai envie de dire, parce que quand tu parles Enfin, là c'est le tram, par exemple, avec cette anecdote sur Alcazar, le tram qui passait par le Prado, etc. La corniche. Tu vois ce genre de choses, forcément, ça te parle aussi. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui est utile pour l'histoire du club et qui est beau aussi. Pour les plus jeunes que cette vision d'un OM, d'un Marseille et d'un OM en noir et blanc rebuterait, je signale quand même que ça va jusqu'à Florian Thauvin. Voilà. Il y a aussi des joueurs que les plus jeunes ont vu jouer. Bafetim Bigomis, Michi Batshuayi, André-Pierre Gignac... Voilà, puis évidemment Mamadou Niang, Didier Drogba, sur la couverture, etc. Alors Mario, pour terminer sur ce bouquin, si tu devais en choisir un seul, tu choisirais lequel? C'est Josip Skoblar, c'est mon idole, Josip. C'est mon idole absolue. Moi, j'avais 9 ans quand il est arrivé à Marseille, donc moi j'ai les yeux qui brillent avec Josip. Mais je ne veux pas le séparer de Jean-Pierre. Tous les deux ont écrit des préfaces. Ils ont été très gentils. Jean-Pierre l'a écrite lui-même. Il l'a envoyé par mail. Il était tout fier. Et il y a ceux qui avaient l'image du JPP des Guignols, qui sachent qu'il n'y a aucune correction qui a été apportée. Hein. C'est lui qui l'a écrit. C'est loin d'être ce personnage-là. Donc... oui, les deux sont dans mon cœur, mais Josip, c'est celui de mon enfance. Donc le plus fort, le plus tueur devant le but? Ah oui, Josip. Mais bon, peut-être que Josip est plus doué au départ, et Jean-Pierre a encore plus travaillé. Voilà. Mais non, je veux pas les séparer. Alors, il y a une transition qui est assez facile, là, parce que en ce moment, on en parle aussi des buteurs actuels de l'Olympique de Marseille. Ça fait beaucoup... Il y en a un qui est là-dedans, c'est Florian Thauvin. C'est Florian Thauvin. Et d'ailleurs, c'est le meilleur buteur actuel du club. Et de la saison dernière. Et de la saison dernière, et de cette saison. Qu'est-ce que tu penses des deux autres, toi, qui peinent à convaincre et à s'imposer? Alors, on a même joué sans attaquant, sans véritable attaquant lors du dernier match. Oui, l'Espagne a été championne d'Europe et du monde comme ça, avec un faux numéro 9. C'était un coup tactique. C'était, évidemment, s'il y avait eu un Skoblar, un Papin, voire même un Gomis. Il n'a pas été sur le banc, celui-là. Voilà. Quoique, il est déjà arrivé qu'on voit des surprises, mais là, c'était plus un coup tactique, je pense, pour ne pas avoir un joueur fixe dans une défense renforcée. Bon, je pense que ça se renouvellera pas trop souvent, mais alors, dans la mesure où ils jouent en alternance, Germain et Mitroglou, à deux, ils ont mis 6 buts. Donc, non, mais l'avancement de l'OM a mis 6 buts. C'est juste un de moins que Florian Thauvin.
je ne sais plus combien on a mis Cavani, c'est pas si Pour nul. toi, il n'y a pas de problème. C'est pas si nul que ça. C'est pas problématique. Le problème pour moi, ça a été le match contre la Lazio, où Mitroglou a, je pense, effectué son plus mauvais match depuis qu'il est à l'OM, mais pourtant il y en avait quelques-uns derrière. Mais on avait l'espoir que cette saison, en ayant suivi une préparation exact, c'est vrai. Complète, en n'étant pas blessé, il éclaterait. Et puis, bon, il a fait un bon match à Monaco, par exemple. Et puis, avec le recul, on a l'impression que ce match à Monaco était trompeur, puisque Strootman a dû attendre le match contre le PSG pour renouveler une trompeur performance. dans beaucoup de domaines. D'ailleurs, on en parlera en fin d'émission. Bilal, est-ce que tu crois encore, toi, en Mitroglou? Est-ce que tu y as déjà cru? Tu peux avoir la parole. Oui, voilà, c'est pour ça que je lui donne la parole. J'écoutais religieusement les louanges de Mourad, et surtout pour moi, qui est quasiment le même âge que Mourad. Votre idole à tous les deux, c'était Bakayoko. Mon idole journalistique, c'est Mario Albano. Ils ont grandi avec Bakayoko. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec Jean-Pierre Babin. Bon, non, mais vous avez grandi avec Bakayoko. Il y avait quand même Ravanelli, Maurice, l'année Courbis, on a une attaque de folie. Mais en fait, le foot moderne, il a évolué. Les plus grands buteurs aujourd'hui européens ne sont plus des avant-centres. Donc que ce soit Messi, que ce soit Cristiano Ronaldo, ce ne sont plus des pure players qui jouent en pointe et qui restent en appui. C'est un peu Messi, Ronaldo, parce que tu as quand même Lewandowski, Cavani. Pour aller là-dessus, si on parle des vrais buteurs, le rôle de ces joueurs-là, non, on n'en parle pas. Aujourd'hui, si ce n'est pas des tueurs devant la cage, c'est qu'ils ont une importance dans le jeu qui doit être vraiment très très forte, comme pouvait l'avoir Gomis. Gomis à l'OM, il a eu la chance de faire les deux, d'être important dans le jeu, mais aussi buteur. Là, Mitroglou ou Germain, là où ils ont la pression populaire du numéro 9 de l'OM, avec un grand livre qui nous rappelle notre histoire. Et surtout aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas les qualités nécessaires, aussi bien pour être bon dans le jeu, que Germain l'est dans le jeu quand même. C'est quelqu'un sur qui on s'appuie. Jamais. Il est trop léger. Et puis, il a du mal à se positionner aussi, à trouver les ballons. L'attaquant de pointe à l'OM, en plus, face à des défenses regroupées et des gabarits imposants, un joueur comme Germain, on le dit tous, jouer tout seul en pointe avec ce gabarit-là, c'est quasiment improbable, voire impossible dans le sport de haut niveau aujourd'hui sur ce poste de numéro 9. Donc c'est intéressant de voir que Thauvin est le meilleur buteur de l'OM et le livre le retranscrit parfaitement. Mais le numéro 9 aujourd'hui, tel qu'on le conçoit à l'OM, ça doit être vraiment quelqu'un qui fasse jouer l'équipe. Pas tant quelqu'un qui marque beaucoup de buts, mais au moins qu'il arrive à faire jouer l'équipe. Mario. Par contre, juste un petit bémol, parce que j'en ai un peu marre, moi, qu'on ressorte tout le temps Gomis. Il a fait une très bonne saison à l'Olympique de Marseille. C'était sa deuxième meilleure saison de toute sa carrière en termes de chiffres. Après, il en a fait une meilleure l'année d'après avec Galatasaray. Maintenant, il est en Arabie Saoudite ou au Qatar, il est au Moyen-Orient. Et puis, si tu disais quelqu'un qui fait jouer son équipe, bon, c'est vrai que tu pouvais t'appuyer un peu sur lui en remise, mais de temps en temps, Gomis, c'était aussi un poids pour ton équipe. Et c'est un bon attaquant, c'était un bon attaquant. Donc voilà, il est venu, il nous a rendu des services énormes, comme je dis au moment où il était là. Moi, je lui en suis vraiment reconnaissant d'être venu à un moment où le club, il était dans cet état-là. Mais par contre, c'est pas Skoblar, c'est pas Papin. Alors, est-ce que il n'y a pas d'autre Skoblar, il n'y a pas d'autre Papin. Donc, de toute façon, non, Gomis, vraiment, il a endossé en plus le rôle de capitaine. Exemplaire sur sa saison. Voilà, non, c'était vraiment, quelqu'un qui a compté. Je regrette vivement qu'il soit parti. Est-ce que ça va être le nouveau fantôme du Vélodrome, comme Didier Drogba a pu l'être pendant des années? Une saison, il est parti, on a entendu Drogba de partout. Bon, il n'avait pas la même cote de popularité, Gomis, à l'OM. Pas du tout. Mais là, les attaquants de l'OM ne marquent pas, et on entend Gomis. Gomis par ici, Gomis par là. C'est aussi que Gomis a des amis qui ont une grande couverture médiatique. Donc voilà, quoi. C'est aussi ça, parce que sinon, c'était un bon attaquant, mais Drogba, ce qu'il fait à Marseille, c'est phénoménal, quoi. C'est tout ce que fait Drogba après Marseille. Et puis, même à Marseille, c'est que derrière, il gagne la Ligue des Champions. Il joue dans un grand club et il gagne le championnat. Juste l'année d'après où il peine un peu à s'adapter à Chelsea. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlait que de Drogba à Marseille. Mario, est-ce qu'aujourd'hui l'OM peut se payer un attaquant, ou peut avoir dans son effectif un attaquant de la trempe des buteurs que tu as sélectionnés dans ton livre? Certains, oui. Enfin, des grands buteurs, des plus grands. Est-ce que sauf à prendre quelqu'un qui lui va le devenir. Ça a été le cas de Jean-Pierre Papin, ça a été le cas de Didier Drogba. Ils étaient déjà internationaux, mais c'est à l'OM qu'ils ont vraiment éclaté. Donc, prendre quelqu'un de la trempe de Cavani ou Lewandowski, même si
sont peut-être en léger recul. Aujourd'hui, c'est impossible. Parce que la différence, c'est que à cette époque-là, les clubs français, dans tous les pays d'Europe, certains pays d'Europe même avaient des frontières fermées, donc ils ne pouvaient pas recruter d'étrangers. C'est comme ça que Roger Manusson, pas un buteur, mais un grand pourvoyeur, est arrivé à l'OM. Et les autres, c'était 2 ou 3 étrangers par club. Donc les Français s'exportant moins, les Anglais recrutant très peu de joueurs non britanniques, une fois que les Italiens, les Espagnols, enfin moins les plus grands, avaient leurs 2 ou 3 étrangers, il restait tous les autres. C'est comme ça qu'en France, à cette époque où il y avait, avec Jean-Pierre Papin, il y a eu Francescoli, il y a eu Waddle, mais il y a eu aussi Karl Förster, Klaus Allofs, Carlos Moser, enfin pas que des attaquants. Monaco, Paris, Bordeaux ont pu eux aussi avoir des Klinsmann, des Atley, des Hodel, des Schifo, des joueurs de très haut niveau, parce que le marché était beaucoup plus ouvert. Et puis les droits télé n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et un Sunderland, un Hull City, un Burnley ne pouvaient pas se payer. Ça n'existait pas par joueurs, rapport à là, un club aujourd'hui, comme l'OM. un joueur, il va peut-être préférer aller en 2e division anglaise parce qu'il va toucher plus que, hormis le PSG, que dans tout autre club français. Donc c'est beaucoup plus difficile. Allez messieurs, on va s'arrêter là et on va rentrer dans le concret de l'Olympique de Marseille, dans l'actualité chaude, c'est le déplacement à Montpellier. Et c'est un match qui s'annonce très important pour l'Olympique de Marseille. Allez, on en parle tout de suite. Allez messieurs, l'Olympique de Marseille se déplace à Montpellier pour la prochaine journée de Ligue 1. Un match qui s'annonce compliqué, oui, parce que Montpellier déjà est devant au classement. Montpellier, c'est la 2e meilleure défense de Ligue 1, à égalité avec Paris, c'est ça? Non, ils ont encaissé 7 buts, juste Paris derrière 6. Paris, juste derrière. Donc 7 buts seulement encaissés en 11 matchs, c'est quand même costaud. Et 3 victoires, 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs, donc ils sont vraiment dans une bonne dynamique. Comment On va tempérer juste un peu parce ils sont pris un peu une raclée cette semaine en Coupe de la Ligue 3-0, mais c'était les remplaçants. Comment est-ce que tu vois ce match, toi, Mario? C'est vrai que ça va être compliqué. Comme ça l'a été l'année dernière, souvenons-nous que l'OM avait égalisé sur un pénalty un peu chanceux. Un but avait été refusé, a priori à juste titre, à Montpellier. Mais l'OM n'était quand même pas passé loin de la défaite non plus. Et déjà, Montpellier se distinguait par sa solidité défensive. Ils y ont ajouté cette année un duo d'attaquants et un petit numéro 10, Mollet, qui fait vraiment beaucoup de bien à cette équipe-là. Et donc, effectivement, ça va être compliqué. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est si on va retrouver l'OM, certes battu, mais quand même avec un état d'esprit retrouvé face au PSG, ou si ça va être un petit peu plus l'OM qu'on a vu contre la Lazio. Donc, c'est un test important à la fois parce que l'adversaire est un rival direct, mais aussi pour voir si, comme ça s'était produit l'année dernière, avec un match que l'OM a failli gagner contre le PSG, cette rencontre-là débouche sur une dynamique positive. Bilal, victoire impérative là-bas, c'est Marseille sous pression déjà? C'est un concurrent direct aux places de la Ligue des Champions, actuellement, ils sont devant nous. Oui, actuellement, mais après sur le les surprises d'une année à une autre, on ne sait jamais. Montpellier, ça fait quand même 2 ans ou voire 3 ans, avec leur style de jeu, ils embêtent quand même pas mal les grosses équipes. Ils nous ont vraiment embêtés l'année dernière. On les a pas battus d'ailleurs, match aller, match retour. Match aller, match retour. Et les il y défenses... avait un penalty pour Mitroglou. Oui, c'est vrai. Les défenses à 5, on a toujours un peu de mal avec les défenses à 5 vu la qualité de nos buteurs. Je pense que c'est un premier tournant là, de la saison. On a déjà joué Lyon, Paris, Monaco, Lille. Donc là, concrètement, dans le top 5, c'est le dernier club du top 5 sur lequel on va rencontrer. Donc si tu gagnes à Montpellier, là, je pense que tu lances réellement la machine. Alors, Mourad, je vais faire une transition par rapport à ce qu'il vient de dire. On a joué Paris, on a perdu. On a joué Lyon, on a perdu. On a joué Lille, on a perdu. On a joué ce fameux match de Monaco qu'on a gagné, mais on s'aperçoit aujourd'hui que Monaco est finalement 18e. Et là, on va rejouer une équipe qui est devant nous. Non, là, ça ferait des ordres quand même. Là, gros match de l'Olympique de Marseille où on a du mal. Celui-là, on n'a pas le droit de le perdre.
Moi, je pense que là, en plus, il y a aussi une question de dynamique dans le groupe et de dynamique chez les supporters aussi. C'est qu'il y a un moment, quand tu gagnes pas ces gros matchs-là, même, donc là, Montpellier, c'est sûr que ça n'a pas le même impact si tu gagnes à Montpellier que si tu gagnes à Lyon, par exemple. Mais là, si tu perds contre Lyon et Paris, commence un peu à s'habituer, mais si en plus de ça on commence à s'habituer à perdre à Lille et à Montpellier, va falloir s'inquiéter pour le standing du club et puis pour aussi les objectifs tout court du club, parce que c'est vrai que moi aussi je prends pas très au sérieux Lille et Montpellier pour le moment en me disant ils vont s'écrouler, mais bon, comme dit Bilal, il y a des équipes qui sont surprenantes. On a un peu perdu cette habitude en France parce qu'on a un top 3, top 4, parce que l'OM se greffe à ce top 3 assez fort qui en règle générale prend ses places qualificatives en Ligue des Champions, mais on a eu un Nice par exemple il y a 2 saisons qui a été sur le podium. Donc si nous et là ce serait vraiment très très grave de ne pas se qualifier en Ligue des Champions cette année. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette incapacité à s'imposer là ça dure depuis longtemps quand même dans les. Oui, alors bon, Lille. On sait que ça fait pas plaisir à Garcia quand on lui pose la question, mais là ça devient plus qu'une réalité. Et puis ajoutons-y la Lazio et l'Eintracht de Francfort. Parce que là aussi, bon, alors Francfort c'était particulier, il y avait huis clos, l'OM ne méritait surtout pas de perdre ce match-là, mais la Lazio, il y a eu vraiment une différence énorme. C'était surtout au niveau de l'état d'esprit, la motivation. Mais donc oui, c'est vrai que l'OM. Alors il y a Nice qui réussit à l'OM, souvent. Bon, cette année, Nice est un petit peu plus bas. Mais ces 2-3 dernières années, l'OM a bien réussi contre l'OGC Nice. Mais c'est vrai qu'il manque quelque chose. Et le problème, c'est que plus on avance dans le temps, plus je suis sûr qu'il y a une sorte de petite inhibition, un petit complexe. Une pression qui s'ajoute. Bien sûr. Donc, après, si l'OM gagnait à Montpellier, je pense que ça ne changerait rien à l'état d'esprit qui présiderait au match contre Lyon, parce que c'est quand même autre chose. Aujourd'hui, Montpellier est là. Il faut se méfier parce que quand ils ont été champions, c'était pareil. On ne croyait pas qu'ils seraient champions. Là, évidemment, les ambitions sont un petit peu plus modestes, mais ni Lille ni Montpellier n'a de Coupe d'Europe. Donc, pourquoi ces équipes-là, avec un match par semaine, ne seraient pas capables d'aller au bout, surtout si l'OM manque de régularité, comme Lyon d'ailleurs, qui est quand même un petit peu en dessous aussi en championnat. Donc, ces équipes-là, elles ont besoin de confiance, et plus elles vont prendre confiance, plus elles seront dangereuses, d'où l'importance accrue du match de dimanche. Bilal, Marseille a tout à perdre en fait sur ce match, c'est vrai, il le disait, ça n'a pas changé la vision des suiveurs et des supporters. Si Marseille s'impose, c'est normal. Et par contre, si tu perds, là, tu vas te mettre dans une situation très compliquée en termes de pression et puis après au classement aussi. On va se remémorer qu'on vient de prolonger Garcia et Zubizarreta. Donc, ce qu'on a bien compris, c'est que maintenant la direction, elle veut vraiment de la stabilité et que les crises qu'on a pu connaître par le passé, où on se dit l'entraîneur va sûrement quitter le poste après 2 ou 3 défaites, je pense qu'on n'est plus du tout dans cette ère-là. Alors, est-ce que ça pose un souci ou pas ? Ça, nous, supporters, quand on voit que le club a du mal, on veut directement la tête de celui qui le coach, et les journalistes aussi, derrière aujourd'hui. Non. Quasiment, nos amis parisiens sur l'équipe 21 se régalent là-dessus. Mais c'est comme dans tous les matchs où l'OM est favori, quand tu perds un match, surtout là pour une place en Ligue des Champions, parce que pour moi, Montpellier ou Lille, c'est du Nice la saison où ils sont qualifiés. On est vraiment dans le même style. Et puis défaite interdite. Ce que tu as dit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont de la continuité dans la performance. Ça. Parce que Lille, à la limite, c'est un peu le truc de l'équipe fraîcheur de cette saison. Mais Montpellier, ça fait plusieurs saisons que ça dure. Ultra solide défensivement. Bon, ça fait au moins c'est la 2e saison d'affilée avec Der Zakarian, Marseillais d'ailleurs, qui... de la diaspora arménienne. Est-ce que ça serait une catastrophe industrielle pour l'Olympique de Marseille de ne pas terminer sur le podium ? Moi, le terme catastrophe industrielle, c'est un terme tout fait. Oui, non, mais la Terre continue toujours de tourner. Quand l'OM a failli descendre en D2... Dans le fameux projet global ce serait, de Franck McCourt... Il prendrait un an de retard. Voilà, peut-être un peu plus. Ni plus ni moins. En fait, financièrement, ce serait un échec majeur. Ce serait un échec financier, ça serait moins attrayant pour des recrues et
surtout moins attrayant pour des joueurs comme Florian Thauvin, oui. voire d'autres, qui sont là et qui pourraient être amenés à partir. Donc, effectivement, cette année, c'est un objectif annoncé qui doit être atteint. Maintenant, l'an dernier, l'OM ne l'a pas atteint parce qu'il est allé en finale de la Ligue Europa. Je pense que dans l'histoire du club, peut-être que dans 10 ans, on ne se souviendra pas que l'OM ne s'est pas qualifié cette année-là pour la Ligue des Champions, mais qu'il est allé en finale. C'est quand même... Moi, j'aime les trophées, j'aime les finales. Je pense que c'est ça qui reste dans les clubs. Maintenant, aujourd'hui, il ne faut quand même pas imaginer que l'OM est en finale de la Ligue Europa. Donc, effectivement, il faut se qualifier pour la Ligue des Champions et donc finir 2e et non pas 3e, puisque... Ouais, potentiellement, il peut y avoir des tours préliminaires. Mourad, est-ce que ça serait une catastrophe industrielle ? Juste, il y a un truc qui fait plaisir, c'est que d'entendre Mario qui a vécu beaucoup plus de choses que nous sur l'OM, de dire dans 10 ans on se souviendra de cette finale. Moi, ça me fait plaisir parce que je pense qu'en effet dans 10 ans on s'en souviendra et qu'on est toujours dans la vision du foot à se dire ouais le machin tout ça. Et il y a l'histoire du club aussi. L'histoire du club, c'est plus important que le financier pour moi parce que c'est ce qui reste et que l'OM a vécu des choses qu'on voit, par exemple l'épopée des Minots, tout ça dans ce bouquin par exemple. Voilà, bon, ça déjà, ça fait plaisir, mais après, pour être plus terre à terre, financièrement, si t'es pas en Ligue des Champions, c'est un énorme échec parce que là, moi qui suis tous les injections, les augmentations de capital, t'es largement à plus de 200 millions dans ce cas, enfin largement, t'es au moins à 220 millions déjà injectés par Franck McCourt dans le club, donc tu sais qu'il va pas investir beaucoup plus, donc t'as une masse salariale qui est à un très haut niveau, avec beaucoup de joueurs qui sont à un très haut niveau. Et puis, surtout, tu avais prévu de perdre de l'argent pendant les 2 ou 3 premières années de ton projet. Tu es en train de le faire. L'année prochaine, il faut que tu gagnes de l'argent. Si tu n'es pas en Ligue des Champions, c'est-à-dire que ton projet, il était calibré comme ça. Les 2-3 premières années, tu t'investis, tu perds de l'argent. Après, tu commences à en gagner. Donc, si tu n'es pas en Ligue des Champions, financièrement, tu vas encore perdre de l'argent. Financièrement, ce que tu as fait après prend un coup aussi parce qu'il va falloir vendre des joueurs, il va falloir assumer la masse salariale et puis voilà, après au niveau de l'investissement, ton plan il tombe un peu à l'eau, donc c'est très très important et c'est moins glamour, en effet c'est moins football quoi, c'est de la paperasse, c'est du truc administratif, mais le foot aujourd'hui c'est malheureusement aussi ça. Ouais, et puis l'argent qui rentre permet aussi d'acquérir des joueurs. Aussi, voilà. Et puis il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi le soutien populaire. S'il y a échec, il y a grogne, il y a instabilité, c'est plus difficile pour les joueurs. Peut-être une certaine lassitude aussi chez les supporters qui se sont enflammés avec l'OM Champions Project, qui après ont quand même bien pour... je ne trouve pas d'autres mots, désolé d'utiliser ce mot, ils ont bien kiffé l'année dernière en allant en finale d'Europa League, mais ils attendaient quand même la Ligue des Champions. Donc après, si là tu redescends, tu vois, ça te donne un coup financier et moral. Bilal, ça serait plus qu'un coup d'arrêt pour toi ? Ça serait... moi, ce que je dis, c'est stop. Il faut qu'on joue la Ligue des Champions. Arrêtons de nous voiler la face. Ce livre retrace parfaitement l'histoire du club. Ça fait partie de l'ADN de l'OM aussi de participer à ces compétitions, surtout quand on voit à quel point elles sont médiatiques aujourd'hui. On a besoin de grands matchs à Marseille, comme on a vécu cette finale d'Europa League. Et je faisais aussi partie des gens qui pensaient qu'une finale valait 10 qualifications en Ligue des Champions. Mais est-ce que finalement, cette Ligue des Champions, comme le disait Mourad, c'est pas plus... ça serait dramatique financièrement pour le club parce qu'on devrait peut-être se séparer de plusieurs joueurs. Et puis en plus, il serait plus difficile de se qualifier. On ne pourrait pas les remplacer par des joueurs équivalents de même niveau. Mais sinon, qu'est-ce qu'on va faire en Ligue des Champions ? L'OM n'est pas calibré de toute façon pour aller jouer les premières en Ligue des Champions. Tandis qu'en Ligue Europa, tu peux avoir aussi des fortes émotions comme on les a eu la saison dernière. Tu peux aller en Ligue Europa en étant qualifié en Ligue des Champions aussi. Oui, bien sûr. C'est ce qui s'est produit. La présidence de Pape Diouf et ensuite les 2 années de Jean-Claude Dacier là, dans la continuité ont été des années où l'OM se qualifiait tous les ans pour la Ligue des Champions. Alors, éliminé, d'abord éliminé sèchement, puis qualifié pour la Coupe de l'UEFA, 8e, puis qualifié pour la Coupe de l'UEFA, car il y a eu, puis qualifié pour la Ligue des Champions, il y a eu une progression. Et c'est ça qu'il faut parvenir à faire, c'est-à-dire se qualifier régulièrement, évidemment ne pas terminer 4e, ne pas faire comme en 2013-2014, et c'est vrai que c'est là le problème, l'OM n'est pas calibré de toute façon pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions. Maintenant, après, il faut avoir la chance au tirage d'avoir un petit 4e pour finir 3e et être replongé en Ligue Europa, ne pas être humilié comme en 2013.
Parce qu'on sait que ça a aussi des conséquences. Ça a aussi Elie des Bopp conséquences. avait été viré. Ça crée de l'instabilité. Tu penses que ça pourrait créer une instabilité au point de remettre en cause aussi la prolongation de Rudy Garcia si jamais il n'y a pas Ligue des Champions en fin de saison? C'est l'objectif vraiment qui lui a été donné. Hein. Après, la prolongation va être effective, donc... ça coûterait très cher. Ça coûterait cher. Et puis, on se rend compte que... enfin, si c'était en fin de saison, ce serait différent, mais changer en cours de saison, de toute façon, ça, c'est toujours une très mauvaise idée, ça a toujours de très mauvaises conséquences. Donc, bon, nous sommes quand même début novembre. On est quand même loin du terme. On verra en février-mars déjà où on sera l'OM et peut-être que les perspectives auront changé, peut-être qu'il y aura un ou deux autres joueurs. Je vais donner la parole à Bilal pour conclure cette émission. Est-ce que tu es confiant, toi, finalement, pour cette saison? On a dit on est qu'au premier tiers du championnat. Pour finir sur le podium, oui, parce que Monaco est largué. Le niveau de la Ligue 1 cette saison, pour ma part, a encore baissé d'un cran. On perd un club comme Monaco qui avait vraiment un niveau vraiment intéressant. Lyon-Paris, je pense qu'il y a un cran d'avance sur nous. Mais la troisième place, elle est, ne serait-ce que par la qualité de l'effectif que tu as par rapport aux autres équipes, elle est obligatoire, elle est logique. Allez, merci messieurs, merci Bilal, merci Mourad, merci Mario. Tu merci reviens quand tu veux. Ça serait vraiment sympa de te revoir plus souvent. Très bientôt. Tu vas participer aussi à d'autres petites émissions avec Mourad si le temps le permet. Si le temps le permet. En tout cas, merci beaucoup. Mourad, tu remontes le livre. Voilà, on vous le conseille. Ouais. Dans toutes les bonnes librairies. Donc, c'est les éditions Gossen. À Marseille, c'est un buteur marseillais. Allez, les grands buteurs de Marseille. À très bientôt sur footballclubdemarseille.fr. Ciao, ciao.